Disponible pour vous, on va le faire cette semaine, puis on va le diffuser sur notre blog. Donc, si vous voulez aller les chercher, ce sera là pour vous. On en est rendu à notre prochaine activité. On a parlé, on avait un aspect là dans notre discussion qui était la publication sur le web. Puis là, on trouvait intéressant d'aller approfondir cet aspect-là parce que pour en arriver avec une bonne qualité d'utilisation de ces outils-là, il y a quand même cet aspect-là auquel il faut tenir compte. Donc, je vous présente l'intention de cette activité-là, qui est, au terme de cette activité, les participants et les participantes devraient pouvoir saisir que la rédaction d'une politique d'utilisation d'outils web peut être une ressource favorisant la bonne utilisation des outils web et la qualité des productions. Donc, je vais inviter M. Bertin Desjardins, qui est responsable du Service national du récit du domaine du développement professionnel. C'est lui qui va faire une intervention à ce sujet-là. Et par la suite, on va vous présenter aussi des outils qu'on a développés pour vous, pour faciliter l'utilisation de ces ressources-là avec les élèves en salle de classe ou avec vos enseignants. Donc, Bertin, je te cède la parole. Je vais désactiver mon micro. Oui, donc bonjour tout le monde. Si Nathalie, tu m'entends pas, fais-moi signe. Comme Nathalie l'a dit, je vais vous parler d'une proposition d'une politique d'utilisation des ressources du web. Puis je pense que cette politique-là, d'après moi, c'est certain qu'elle va vous aider dans une bonne utilisation des outils du web parce que malheureusement, il peut arriver des choses illicites. Puis vous allez voir à la fin qu'en lien avec la politique, l'équipe de Nathalie Bédard ont fait des listes de vérification des grilles d'évaluation concernant la rédaction puis la production des élèves. Puis je considère que ces grilles-là sont vraiment très bien. Donc je vais partir avec l'article sur le site du blog CPE. Les liens sont tous là. Donc, les gens qui voudront avoir les images que je projette dans VIA, ben, vous avez les liens dans l'article. Donc, pour avoir le lien de l'article à propos du Web 2.0, l'article sur le blog du CPE, ça s'appelle, si vous cliquez sur classe virtuelle, les gestions de classe virtuelle. Donc, c'est un article qui a été écrit avec Pierre Lachance et moi-même. Puis dans cet article-là, on parle de la gestion de classe virtuelle. Donc tout le monde, présentement, vous faites de la gestion traditionnelle. Vous avez probablement des règles à suivre dans votre classe. Vous demandez aux élèves d'avoir telle attitude, etc. Quand vous utilisez des outils du web, ou je vais reculer un petit peu dans le temps, même si vous allez, par exemple, les profs de sciences et techno, si vous allez en atelier avec vos élèves pour construire un projet, ben vous allez utiliser certains appareils, des scies à ruban, des éléments chauffants, etc. Vous allez leur parler de sécurité, vous allez leur parler de technique, vous allez leur parler d'attitude, etc. Donc, quand vous utilisez des outils du web, c'est la même chose. Il faut leur parler de sécurité, il faut leur parler d'attitude, il faut mettre en place un code de vie ou une charte ou une proposition d'une politique d'utilisation de ces ressources-là. Aujourd'hui, on va vous parler de la phase de préparation. C'est de préparer la classe. Et il y a deux autres phases dans la gestion de classe virtuelle qui sont la classe de réalisation. Donc, quand mes élèves utilisent ces ressources-là, qu'est-ce que je dois regarder? Comment je peux faire pour bien les suivre? Donc là, on va parler de fil RSS, d'agrégateur, etc. Mais on n'est pas là. On est dans la phase de préparation. Je vais aussi vous amener sur le document de Michel Deschênes que Nathalie a parlé tantôt. Donc le lien pour avoir le document, c'est vous cliquez sur le lien évaluation de production issue de l'intégration pédagogique d'outils du web social. Dans ce document-là, on parle de 3 concepts qui sont importants parce que pourquoi il faut mettre une politique d'utilisation du web ou des outils du web ou du web 2.0 en place, bien, il y a 3 concepts qui sont importants qu'il faut obligatoirement amener les élèves il faut obligatoirement sensibiliser les élèves aux conséquences du web, aux conséquences de publier sur le web. Donc les 3 concepts, le premier c'est la reproductibilité. Ça veut dire quoi?
Ben je vais, excusez, je l'ai-tu mis, non, c'est beau. Ok, la reproductibilité. Donc, c'est que quand on publie sur le web, ben n'importe qui peut prendre ce qui est là, puis le reproduire. Puis là, ben ça a un effet multiplicateur. Donc, c'est important de sensibiliser l'élève à ce que tout ce qu'il publie, ben ça peut être reproduit ailleurs, puis là, on perd le contrôle. On arrive au deuxième point, l'accessibilité. Étant donné que, normalement, tout ce qu'on écrit, souvent, va être public, puis même si c'est pas public, ça peut se retrouver public. Donc, il faut sensibiliser les jeunes à choisir ce qu'on rend disponible et accessible sur le web. Donc, avant d'écrire, faites attention, parce qu'à un moment donné, ça peut être accessible, puis vous autres, vous ne vouliez pas le mettre accessible. Et ça peut prendre de la démesure. Et il y a aussi la durabilité. Donc, la durabilité, c'est, étant donné qu'on reproduit sur le web, tout le monde a accès à ces informations-là, oui ou non, dans certains cas, non, mais ça se pourrait. Donc, on peut déposer des choses, on peut déposer des images, on peut déposer des vidéos, on peut le retirer, puis malgré tout ça, c'est encore disponible sur le web, sur une plateforme qui n'est même pas la nôtre. Donc, les gens vont s'approprier nos productions, que ce soit des images, des vidéos, etc. Puis, ça se trouve malheureusement sur le web. Tantôt, je pense que c'est Lisiane. Bon, elle disait comment prendre une vidéo sur YouTube puis l'insérer dans iMovie. Donc, je peux déposer une vidéo sur YouTube, quelqu'un peut se l'approprier puis la déposer ailleurs. Puis ma vidéo, 2 semaines après, je peux la retirer, mais elle va être encore sur Internet. C'est la même chose pour Twitter, ceux qui utilisent Twitter, puis si vous retweetez un tweet, ben, malheureusement, ce tweet-là, ben, vous ne pouvez plus l'effacer parce que quelqu'un l'a retweeté puis il est parti ailleurs. Donc, ces 3 concepts-là vont amener, il faut obligatoirement sensibiliser les élèves à la publication sur le web, puis ça va nous amener à parler d'une politique d'utilisation du web. Avant de parler d'une politique d'utilisation du web, je veux vous parler du guide des droits sur Internet. J'ai parlé de l'aspect pédagogique, je veux juste parler un petit peu plus de l'aspect juridique. Pour avoir le document qui s'appelle le guide pour gérer les aspects juridiques du web 2.0 en milieu scolaire, la version 2011 qui est sortie en octobre 2011. Donc dans l'article, vous cliquez sur le lien aspect juridique, puis vous allez tomber justement dans l'article que je vous présente. Donc dans cet article-là, à mon avis, on tient des propos très cinglants auprès des commissions scolaires parce qu'on leur dit là-dedans qu'il faut éduquer les jeunes à l'utilisation des outils du web ou des outils du web 2.0. Ce document-là a été fait par le Centre de recherche en droit public, donc c'était fait par des avocats. L'ancienne version, j'avais trouvé seulement un passage où est-ce qu'on plantait entre parenthèses les commissions scolaires pour leur dire « Faites votre travail d'éducateur ». Et dans l'article que je vous présente ici, là, j'en ai mis peut-être une douzaine. Oui, ils ne sont pas contextualisés, mais juste à lire, je vous en présente 3 que j'aime bien, là. Juste à les lire, vous allez voir que c'est vraiment le rôle des commissions scolaires, des CP, des enseignants, d'éduquer les jeunes face à l'utilisation de ces ressources-là. Pourquoi les éduquer? Ben, par rapport aux 3 concepts de Michel Deschênes. Donc, il est généralement reconnu qu'il est futile de tenter d'interdire l'accès aux divers environnements en ligne. Il est plus utile de former à la gestion des risques inhérents aux environnements d'Internet. Ça se retrouve à la page 4. Une autre citation, il faut rechercher un usage informé et responsable plutôt qu'une réglementation caporaliste. Caporaliste, pour moi, c'est un mot qui est très fort. Un deuxième chef de responsabilité, celui de la responsabilité éducative. Étant donné que les interactions en réseau sont désormais généralisées, il devient essentiel d'éduquer les élèves aux usages, pratiques et règles à respecter dans les environnements d'Internet. Par rapport à la discussion que vous avez eue tantôt, moi je suis d'accord aussi que les jeunes savent utiliser les ressources. S'ils ne savent pas, ils vont être capables de découvrir comment. Ils le savent plutôt de façon technique, mais de façon pédagogique. C'est là peut-être qu'ils le savent un peu moins. C'est notre responsabilité de les éduquer. Quand je dis de façon pédagogique, ils ne savent peut-être pas grand-chose au point de vue de la protection de la vie privée, des droits d'auteur, d'identité numérique, de la cybercriminalité, etc. Puis ça, c'est les conséquences du Web 2.0. Puis il y en a beaucoup, donc il faut les éduquer par rapport à ça. Il y a des éléments là-dedans qu'il faut mettre dans votre politique, parce que c'est votre responsabilité de faire ça. Alors, je vous présente un dernier
un dernier extrait du Guide des droits sur Internet. Donc, l'article 157 du CCQ du Code civil du Québec prévoit que le mineur peut, compte tenu de son âge et de sa capacité de discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels. L'utilisation d'Internet constitue-t-elle un besoin ordinaire et usuel pour un mineur de 12 ans? Compte tenu de la réalité actuelle, la réalité québécoise, une réponse affirmative est raisonnable. Ça veut dire quoi? Si je prends l'année passée, je me posais la question, puis j'étais un peu gêné de dire aux gens, par exemple, lorsque vous inscrivez vos élèves à Google, si vous allez lire les règlements, ça demande d'avoir l'âge majeur dans votre pays. Donc au Québec, c'est 18 ans. Sauf que il y a deux choses qu'il faut regarder là-dedans. C'est les risques et les enjeux. Est-ce qu'il y a des risques à un moment donné, parce que mon jeune a 14 ans, qui s'inscrive à un compte Google, que Google poursuive mon jeune? La réponse, c'est non. C'est simplement parce que Google veut se protéger, puis si jamais il y a un jeune qui fait une connerie avec le compte Google, ben Google va pouvoir se protéger en disant ben il n'y avait pas 18 ans. Par contre, les enjeux, puis ça m'embêtait un peu, c'est pour ça que j'en parlais pas beaucoup. Les enjeux, ça veut dire, vous êtes en train de dire à un jeune qui a 14 ans, qui peut s'inscrire à un site qui demande 18 ans. Et là, ça peut arriver à la maison, puis ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Donc, ça me dérangeait un peu. Mais là, avec ce qui est écrit dans cette citation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune, par exemple, de 8 ans qui va dans un dépanneur pour s'acheter un paquet de gomme, normalement, il devrait signer un contrat entre lui et le vendeur. Sauf que le gouvernement dit, écoutez, ça, un paquet de gomme, c'est un besoin ordinaire et usuel aujourd'hui en 2012. Donc, le jeune de 8 ans n'a pas à signer de contrat. Par contre, l'utilisation d'Internet, des sites comme Facebook ou même Google qui demandent 18 ans et plus, ben un jeune de 12 ans pourrait s'inscrire à ce site-là, même si ça demande 18 ans et plus, parce que c'est considéré comme aujourd'hui un besoin ordinaire et usuel. Donc ça, je pense que c'est une parenthèse importante que vous sachiez. Ensuite, j'en viens à ma politique. Donc, le lien est sur l'article du CPE. Vous avez juste à cliquer sur proposition d'une politique d'utilisation des blogs. On en a fait une pour les blogs, on en a fait une pour le portfolio Perl. Le lien est aussi dans l'article, puis une pour le portfolio Mara. C'est sûr que vous pouvez en faire une générale pour tous les outils que vous utilisez en classe, mais de préférence, c'est peut-être mieux d'en faire une pour chaque outil que vous utilisez. Parce que si vous utilisez un blog, puis Facebook, ben c'est comme pas la même affaire, puis il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre politique. Donc la politique qu'on a mis en place, elle est inspirée de celle de l'Institut de Saint-Joseph. Ceux qui connaissent Mario Asselin à l'époque, qui était directeur d'école, fait une politique d'utilisation des blogs avec Thérèse Laferrière de l'Université Laval. Et tant qu'à moi, c'est une politique super, qui est très complète. Il y a beaucoup de stock là-dedans et elle est encore à jour aujourd'hui. Donc, j'ai pris sa politique, puis André Roux du Service national du domaine des langues en a fait une aussi, cybercarnet du domaine des langues. Je me suis inspiré de ces deux politiques-là pour créer la mienne. Donc, honnêtement, c'est pas mal une version copier-coller, sauf la étiquette du blogueur que j'ai changé un peu. Donc, cette politique-là contient un code d'éthique. Un code d'éthique, c'est des principes que vous devez respecter lorsque vous utilisez Internet. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais pour les blogs, entre autres, on parle de spam, de troll, etc. Une étiquette du blogueur. Une étiquette du blogueur, c'est un savoir-vivre. Donc, dans l'étiquette qu'on a, ben, il y a à peu près 12 savoir-vivre. Puis, ce qui est important, ce n'est pas non plus d'en parler en début d'année, puis d'arrêter par la suite. C'est de revenir une fois par mois, une fois par 2 mois, puis d'informer vos jeunes, de revenir sur ces éléments-là que contient notre code d'éthique. L'étiquette du blogueur, vous pourriez prendre 2 points, puis en parler une fois à tous les 2 mois. Le point 1 et 2, on en parle au mois de septembre, point 3 et 4 au mois d'octobre, etc. Une procédure de rédaction, le français, c'est très important. Donc, pour vous protéger, il faut voir les fautes de français comme un levier d'apprentissage. Et vous devez obligatoirement remettre aux élèves une procédure de rédaction. Et oui, vous avez le droit de dire à vos élèves, tu fais trop de fautes, tu ne respectes pas la procédure de rédaction, donc je ferme ton blog. C'est vous autres qui décidez. Si vous dotez d'une politique d'utilisation des blogs ou peu importe, puis que vous faites votre job en tant qu'éducateur, ça c'est très bien. Mais il peut arriver quand même des incidents, des propos illicites,
mais dites-vous que c'est toujours le jeune qui est responsable de ce qu'il écrit, puis de ce qu'il met sur son blog ou autre. Bon, excusez, j'ai été dérangé. Et j'oublie. Puis une autre partie, c'est la communication aux parents. Donc c'est important d'informer les parents. Puis c'est pas juste d'avoir la signature de l'élève puis des parents, mais c'est aussi d'éduquer en salle de classe. J'arrive avec ça aux listes de vérification. Donc, l'équipe de Nathalie Bédard, on fait 4 listes de vérification. Il y en a une pour les enseignants et 3 pour les élèves. La liste de vérification qui est là, vous la retrouvez dans le point 6.2, dans l'hyperlien liste de vérification dans l'article du CPE. Puis, il faut vraiment aller en bas complètement, là, où les listes de vérification sont là. Donc, c'est une liste de vérification pour l'enseignant en lien avec la sensibilisation de publier sur le web, en lien avec sa politique d'utilisation. Donc, il y a des éléments qui sont dans cette liste-là, puis ces éléments-là vont venir vérifier si vraiment l'enseignant fait du bon travail concernant, par exemple, le point 1, à sensibiliser les élèves au concept de d'accessibilité, de durabilité, présenter et expliquer aux élèves la politique d'utilisation, blablabla. Donc, c'est un point doc, vous pouvez la modifier comme vous voulez à votre guise. La deuxième grille, c'est une autre liste de vérification, mais pour les élèves, par rapport à la rédaction puis à la publication d'un article. Donc, il y a des éléments qui touchent la rédaction. Pour avoir une rédaction de qualité, tenez compte de ces éléments-là. Pour avoir une publication de qualité, tenez compte de ces éléments-là. Puis c'est vrai, pour l'avoir vécu, souvent les élèves vont mal publier leur article. Ça ne sera pas accrocheur, ça ne sera pas intéressant de lire leur article. Donc c'est important de leur donner, je pense, une liste de vérification qui va en lien avec votre politique. Une autre liste de vérification, c'est par rapport à l'étiquette. Donc il y a certaines règles qu'il faut appliquer quand on utilise une ressource web qui est le savoir-vivre. Donc il y a des éléments qui vont venir toucher l'étiquette. Et une dernière, c'est en lien avec les commentaires. Donc souvent, les élèves vont faire des commentaires, vous le savez, ça va être « Hey, c'est beau ton affaire, yo man, cool ». C'est pas assez élaboré, donc c'est pour ça que cette liste de vérification-là peut grandement vous aider à ce que les élèves aient des commentaires de qualité. Donc l'élève rédige des commentaires de qualité, il y a des éléments qui sont là, c'est en lien avec l'étiquette, c'est en lien avec la politique d'utilisation, puis il y a des éléments propres qui sont à l'étiquette. Donc, Nathalie, c'est terminé. Je vais te laisser poursuivre avec ton activité. Puis si jamais il y a des questions, allez-y. Merci, Bertin. Donc, les listes de vérification. Oui, je te donne.